Bonjour à tous et bienvenue dans la salle Ampère en ce premier jour du Paris-Saclay Summit. Alors, si je vous dis avoir la boule au ventre ou prendre une décision viscérale, eh bien, ce ne sont pas que des expressions métaphoriques. La dépression ou l'anxiété déséquilibre le microbiote, la faim nous rend agressifs, ça on le sait tous, mais aussi plus impulsifs. D'ailleurs, on appelle l'estomac le deuxième cerveau. En effet, l'intestin contient 200 millions de neurones et produit 90% de la sérotonine, l'hormone du bien-être. Il y a donc certainement des solutions qui s'avalent pour prendre de meilleures décisions. Faites attention à ne pas faire gargouiller votre ventre à l'issue de cette table ronde. Alors, pour en débattre, Hilke Plassmann, chercheuse en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau, interrogée par Caroline Tourbe, journaliste au Point. Hilke Plassmann, bonjour. Il y a quelque chose dans votre parcours que je trouve très intéressant, c'est que vous avez une formation économiste et puis vous avez mélangé ça avec des neurosciences. Alors, c'est intriguant. Vous pouvez déjà nous expliquer d'où vous est venue cette idée? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous mélangiez économie et neurosciences? Oui, bien sûr. Merci d'avoir m'accueillir ici. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui. Je m'excuse pour mon français. Je suis allemande, donc des fois, je vais dire un peu n'importe quoi. Mais je crois qu'on va y arriver. Alors, donc, je suis ça qu'on appelle une neuroéconomiste. Donc, ma recherche, en fait, je suis intéressée par l'économie, la psychologie et la neuroscience. Et pourquoi je fais ça? Donc, j'étais toujours passionnée par pourquoi les personnes préfèrent une chose à l'autre, même ça commençait déjà au lycée, je veux dire. Et donc, j'étais très, contente que pour mes études, donc en master, mais spécifiquement dans ma thèse pour le doctorat, j'ai pu commencer vraiment à faire la recherche sur ça. Et ça que j'ai remarqué tout au début, c'était, des fois, quand je pose des questions aux personnes, ils me disent un peu n'importe quoi. Donc, des fois, ils ne savent pas, des fois, ils ne veulent pas dire ce qu'ils vraiment pensent. Donc, j'ai pensé que c'est peut-être une bonne idée de regarder vraiment dans le cerveau des personnes où tout ça se manifeste. En fait, là, il y a toutes les décisions, elles sont prises, si vous voulez. Et regarder ça pour vraiment comprendre les motivations des personnes, en fait. Et vous avez aussi rencontré, je crois, ce qui vous a amené à faire ce lien aussi entre l'estomac et le cerveau, c'est une rencontre avec une nutritionniste, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ça fait maintenant, 10 ans. Pour une personne qui fait la recherche, c'est récent, c'est pas longtemps. J'ai commencé de parler avec le nutritionniste. En fait, on a une alliance entre les différentes universités qui donnent des sous, de l'argent pour la recherche interdisciplinaire. Donc, j'ai profité de ça. Et j'ai commencé de parler avec les nutritionnistes et des personnes les médecins qui traitent les personnes avec l'obésité. Et ça, c'était fascinant parce que eux, ils étaient vraiment convaincus que la nourriture, c'est quelque chose qui est plus que seulement quelque chose que vous donne d'énergie. C'est quelque chose qui vraiment change la façon dans laquelle vous pensez. Et ça marche via l'estomac, en fait. Et donc, j'ai vraiment commencé de m'intéresser par ça. J'ai commencé de regarder un peu les signaux chimiques comme le neurotransmetteur ou les hormones, comment il s'agit sur le cerveau, mais aussi sur le cerveau, sur la prise de décision. Alors justement, il y a différents mécanismes biologiques pour expliquer la décision, la prise de décision. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ces mécanismes biologiques sur lesquels vous travaillez? Oui, en gros, c'est un peu qu'il y a soit ces signaux chimiques, donc il y a les neurotransmetteurs, les métabolites, il y a même le marqueur du système immunitaire. Mais aussi une connexion via le nerf vague qui établit une communication neuronale, en fait. Donc, il y a plusieurs façons et on est vraiment au début
de comprendre tout ça. Il y a beaucoup de travail dans la souris ou dans les animaux pour vraiment manipuler un système versus l'autre. Mais aussi, dans la recherche des humaines, on commence à être intéressé par ça. Ça commence tout juste, en fait. Oui, c'est un peu ça. ça. C'est l'originalité de vos travaux, d'ailleurs. C'est-à-dire que vous travaillez avec des humains, avec des volontaires dans vos expériences, sur la façon dont on décide, dont on prend une décision. Mais c'est des modèles un peu précis, c'est-à-dire que ce ne sont pas des décisions comme on peut en faire dans la vie en permanence, c'est des choses qui sont... c'est des protocoles, en fait, de décision. Oui, ce sont les protocoles et c'est là où l'économie joue un rôle parce que je prends les tâches de choix financiers, choix alimentaires. Et ces modèles que j'utilise, ils viennent de l'économie, en fait. D'accord. Donc ce sont des choses... Vous pouvez nous expliquer... Alors il y a une de vos expériences qui est extrêmement intéressante, qui a été publiée tout récemment, qui a séparé donc, vos volontaires en 2 groupes, avec certains qui vont avoir une supplémentation prébiotique, probiotique. Vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous avez fait? Là, en fait, on a invité, c'était à peu près 100 hommes. Et ça, c'était en collaboration avec l'Université de Bonn en Allemagne. On a invité ces personnes et les personnes étaient âgées entre 18 ans et 60 ans, donc l'âge de l'âge, et aussi de poids différents, mais tout était sain dans un point de vue de métabolique, en fait. Et on a invité, de la première visite, ils ont fait des tâches, tâches pour faire les choix financiers et choix alimentaires. Et on a aussi pris des échantillons de sang pour avoir une idée de cette marqueur chimique dans le sang, en fait. Et aussi, pour quelques tâches, on a regardé dans le cerveau. Donc, on a les passé sur une machine IMRF et on a regardé un peu l'activité pendant ils font ces tâches de décision. C'est ça, c'est ça. Et donc, après, on a dit, bon, c'est super. On a, par chance, on a dit, bon, vous êtes dans le groupe 1 et vous êtes dans le groupe 2. En fait, la moitié, oui, au hasard, c'est ça. Et la moitié était dans une groupe où on a donné un supplément alimentaire. Et ce supplément alimentaire, c'était un supplément où on a donné 2 choses. Une, c'était des bonnes bactéries pour votre intestin, donc les probiotiques. Et le deuxième, c'était une fibre, en fait, qui fait que cette bonne bactérie s'installe dans votre intestin. Donc, ça s'appelle une symbiotique. Si vous prenez ces suppléments alimentaires, c'est toujours important de prendre les 2. Pas qu'une, parce que sinon, ça part tout de suite. Voilà. Donc, ça, c'était la moitié des personnes. L'autre moitié des personnes, ils ont reçu une poudre qui ressemble à l'autre poudre, mais c'était sans le symbiotique, en fait. Un placebo. Donc, ça, c'est un placebo, c'est ça. Et donc, ils ont pris soit le placebo, soit le symbiotique pour 7 semaines. Et après, on a les réinvités au labo et ils ont refait toutes les tâches. Et donc, ça nous permet de faire une chose. On peut regarder l'échange dans les groupes symbiotiques par rapport au groupe placebo. Et ça nous dit quelque chose sur les effets de cette symbiotique, en fait. On a tout de suite envie de savoir ce que ça vous dit. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez observé? Quelles modifications vous avez observées? Alors, la chose la plus importante, c'est pas en fait dans les décisions, c'est dans l'intestin. Donc, je vous dis qu'on a aussi pris l'échantillon de sel pour comprendre la composition de microbiote des personnes. Ça, vous l'avez fait avant et après? Avant et après. Tout ça, c'était avant et après. Et donc, premièrement, on a vu que notre supplément alimentaire, donc le symbiotique, a vraiment augmenté la diversité des bactéries dans l'intestin des personnes. En fait, donc, ça a augmenté qu'il y a plus de bactéries. Plus de biodiversité, c'est ça? C'est ça. De diversité. La diversité, en fait, c'est la bêta-diversité après par rapport à avant. Mais ce n'était pas le cas dans le groupe placebo.
Donc ça, c'était bien. En fait, on appelle ça un sanity check, que tout était bien. Voilà. Donc ça, c'était important pour faire les conclusions qu'on voudrait faire. Et maintenant, deuxièmement, on a eu 3 tâches sur la prise de décision. Et pour toutes ces tâches, en fait, sur la base de la théorie d'économie rationnelle, on peut dire si ça c'est un bon choix ou pas un bon choix. Je vais vous donner un exemple pour une de ces tâches. C'est un jeu économique, en fait, où je vous donne... en fait, il y a 2 joueurs. Par exemple, le monsieur avec la barbe et le monsieur à côté. Et vous êtes le joueur 1 et vous obtenez 100 €. Et maintenant, l'idée de ce jeu, c'est que vous devrez partager cette 100 € avec votre voisin. Mais c'est à vous de décider combien vous allez donner à votre voisin. Peut-être vous allez donner 50 €. Je ne sais pas. C'est votre décision. Ouais, c'est votre décision. Mais le truc qui est important, c'est que vous deux, vous seulement obtiendrez 50 € si le monsieur, votre voisin, dit « Oui, je suis d'accord avec cette offre ». Et donc, dans ce cas-là... ça semble juste, c'est ça. Ça semble juste. Et les personnes, normalement, vous allez dire « Oui ». Ça, c'est la plupart des personnes disent « Oui ». Mais imaginez maintenant une situation où vous dites « Bon, 5 € et 95 € pour moi ». Là, vous allez dire « Ah, mais ben non, parce que c'est pas juste. Je n'aime pas cette mec à côté de moi et je veux pas. » Voilà. Mais ça, c'est dans la façon de notre théorie économique, c'est irrationnel parce que vous serez plus riche si ça c'est 1 €, 5 € ou 50 €. Donc, c'est mieux de prendre n'importe quel montant de l'argent, de l'accepter. Plutôt que rien du tout, quoi. Voilà. Et donc, mais là, vous avez une émotion qui change votre prise de décision, c'est la justice, et vous dites non, mais je n'ai pas envie que j'obtiendrai que 5 €. C'est ça un peu qu'on a mesuré, et on a trouvé que, et ça c'est une surprise pour nous, que notre intervention rend les personnes plus sensibles à l'injustice et donc moins rationnelles. Et pourquoi c'était étonnant pour nous? Ça, c'était étonnant. Donc, c'est quand vous dites votre intervention, ceux qui ont reçu les prébiotiques, probiotiques, enfin, qui ont reçu voilà, dont le microbiote s'était enrichi, oui. C'est eux qui ont modifié leur comportement de cette façon surprenante. Pourquoi c'est surprenant? C'est surprenant parce que notre théorie avant cette étude, c'était bon, on sait bien qu'une microbiote intestinale riche, c'est lié à la bonne santé. Donc, les personnes qui sont obèses, par exemple, ils ont une diversité diminuée, les personnes avec les dépressions aussi, les personnes qui ont l'autisme aussi. Donc, l'idée, c'est un peu, peut-être, il y a ce lien parce que les personnes, ça change leur cognition, ça change leur choix, la capacité de faire des bonnes décisions. Et donc, ça veut dire, l'hypothèse, c'était, bon, ça devrait augmenter la qualité de la prise de décision dans les personnes. Mais sur cette tâche, on a trouvé l'inverse. Et en plus, on a eu 2 autres tâches. Un choix alimentaire, où l'idée, c'est un peu de voir si les personnes font des choix sains ou non. Même chose, ils ont fait plus de choix malsains. En ayant un microbiote meilleur, entre guillemets, c'est ça? Ils ont fait plus de choix malsains. Malsains. Et aussi, l'autre tâche, c'était un peu, je m'intéresse aussi à aider des personnes attendre pour plus d'argent. Donc, je pose les choix. En fait, je pose la question, est-ce que vous êtes prêt d'attendre 5 semaines pour 50 € versus obtenir 5 € maintenant? Et donc, c'est la patience pour l'argent. Et là, même chose, l'intervention, donc le symbiotique, a rendu les personnes plus impatientes pour l'argent. Et donc, c'est surprenant parce que c'est contre notre hypothèse, mais au minimum, c'est consistant sur toutes les tâches qu'on a fait, en fait. Donc, c'est surprenant. Et quelles hypothèses vous pourriez avancer? Qu'est-ce qui pourrait... Ouais, c'est une bonne question. Mais premièrement, on a aussi un peu des idées parce qu'on a, comme j'ai dit, on a pris des prises de sang, qu'on a regardé un peu dans le cerveau. On a un peu l'idée sur le mécanisme dans une Quel est le façon mécanisme, biologique, en fait, si vous voulez. Donc, on a par exemple trouvé que les personnes qui ont pris le supplément symbiotique, ils ont aussi diminué dans leur sang le taux d'une substance chimique qui est liée au dopamine.
Et cette personne qui ont le plus de diminution de cette dopamine. C'est tyrosine, c'est une précurseur de dopamine. Le plus, ils étaient sensibles à l'injustice. Pour cette tâche-là, on n'a pas pu regarder dans le cerveau parce qu'on a seulement 1 heure pour faire ça. Donc voilà. Mais pour les autres tâches, donc pour impatience et pour le choix alimentaire, on a aussi le cerveau, en fait les signaux dans le cerveau. On est encore en train de le regarder, pour être honnête. Mais on sait déjà, par exemple, pour le choix alimentaire, ça qui est intéressant, ça fait le choix plus rapide. Donc ils ont plus intégré l'idée du goût par rapport à si quelque chose est sain ou non. Et ça a changé la façon dans laquelle le cerveau encode l'idée du goût dans le système de la prise de décision. Voilà, donc c'est ça qu'on... Donc ça peut être ça. Donc ce mécanisme biologique, ce serait via donc ce précurseur de la dopamine, c'est ça? Et le truc qui est intéressant dans le système dans le cerveau qui est responsable pour la prise de décision, il y a plus de neurones dopaminergiques par rapport à les autres neurones en fait. Donc il y a aussi un lien avec le dopamine, même si ça c'est comme l'autre lien, c'est indirect. Mais bon, donc c'est contre-intuitif aussi. Oui, c'est ça. Mais aussi ça c'est intéressant, c'est que ça c'est vraiment le niveau biologie. La bonne question maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe dans la psychologie, le niveau psychologie. Et ça, on ne sait pas. Donc, on a aussi demandé plusieurs questionnaires et tout ça. Ça nous semble, en gros, que les personnes deviennent plus intuitives. Donc, c'est vraiment une gut feeling, si vous voulez, parce que les personnes deviennent plus intuitives. Mais on n'a pas beaucoup de données pour supporter cette idée, mais c'est seulement une observation que tous les choix, elles deviennent plutôt, on dit, intuitifs en fait. Un peu moins rationnel, un peu plus intuitif. Oui, rationnel, je ne sais pas si ça c'est l'inverse d'intuition, parce qu'il y a beaucoup de choix très rationnels qui sont faits par l'intuition, mais c'est moins analytique en fait, si vous voulez. D'accord. Comment ont été accueillis vos résultats? C'est ce qu'on disait, c'est quand même contre-intuitif. Ça a été une surprise? Oui, en fait, nous, comme chercheuses, je le publie dans les journaux. Et c'était bien, en fait, c'était plutôt facile de le publier parce que c'est nouveau, en fait. Mais bien évidemment, il faut vraiment être clair que ça, c'est la première étude qui a regardé ça dans les humains. Donc, il faut faire des réplications. Renouveler. Voilà. Donc, c'est vraiment la recherche fondamentale nouveau. Et il faut répéter les études comme ça dans une autre façon et trouver plus d'évidence pour ce fait, en fait. Et vous pensez que ça pourrait avoir à terme des applications, puisque vous travaillez aussi sur l'économie, vous pensez qu'on pourrait manipuler les consommateurs, qu'on pourrait transformer les décisions? Ah oui, il y a beaucoup de questions là. Je vais commencer l'application. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment les premiers résultats. Il faut faire des réplications de ces résultats. C'est vraiment important parce que c'est vraiment la recherche fondamentale. Mais bon, comme spéculation, la première chose que je crois c'est important, c'est-à-dire il faut vraiment, si on fait la recherche sur pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont mieux à faire de bonnes décisions par rapport à l'autre, il faut vraiment regarder tous. Il faut regarder vraiment pas que le comportement, mais aussi le cerveau et le corps, en fait, et l'intestin. Et ça, c'est vraiment un focus de ma recherche, de comprendre ces différences individuelles dans la neurobiologie du cerveau et du corps, spécifiquement l'intestin, pour expliquer pourquoi il y a des personnes qui sont mieux par rapport à l'autre de faire des décisions qui sont bien pour eux ou non. Et aussi, bon, ça c'est la première implication. La deuxième implication, si vous regardez en fait le symbiotique que j'ai utilisé, ça se vend en pharmacie. Vous pourrez aller dans la pharmacie et regarder. Et si vous regardez sur le packaging de tous ces supplémentaires alimentaires, ils vous promettent beaucoup de choses en fait. Aussi que ça va changer votre cognition. Et donc ça, il y a vraiment jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une preuve pour ça en fait.
Donc c'est un point. Et sur cette idée, alors qu'on pourrait aller jusqu'à manipuler, modifier ça vous semble, c'est la science-fiction ou Non, mais bon, en fait, on sait déjà, même sans ma recherche, que les consommateurs, ils n'ont pas des préférences qui sont bien établies. Ils changent ça tout le temps, donc c'est très facile à manipuler les consommateurs. Si, par exemple, si vous avez faim, vous allez acheter les choses qui sont malsaines pour vous. Si vous êtes distraite par des autres choses, par votre portable, vous allez acheter le truc malsain. C'est vraiment une question de votre environnement, comment les supermarchés ou le restaurant ou le cafétéria, comment il y a le design de cet environnement. S'il met, par exemple, le dessert en premier ou la salade en premier, ça va changer votre choix. Et aussi, si vous avez faim, donc votre état interne ou externe, tout ça, ça manipule en fait. Et aussi votre relation sociale. Si vous êtes avec des autres personnes, quel choix est-ce qu'eux ils font? Quelle réaction avez-vous avec eux? Donc il y a beaucoup de choses. Et ça on sait déjà depuis en fait, des années que bien sûr on peut manipuler les consommateurs. Mais on peut le manipuler pour le meilleur et pour le mauvais en fait. Donc on peut l'utiliser cette connaissance pour aider à faire les choix mieux. Plus sains ou plus... C'est ça. Et le but, finalement, de ma recherche, c'est d'aider les consommateurs de faire le choix mieux. Mais ça, il faut me réinviter dans 5 ans quand j'ai fait plus de la recherche. On a parlé un peu donc, de décision, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler du caractère? Parce que c'est l'intitulé un peu. Est-ce qu'on peut modifier vraiment le caractère de quelqu'un en passant par son estomac, par ses intestins? Ouais, non, mais je crois que c'est pas quelque chose qui est vraiment stable parce que, comme j'ai montré, je peux le changer, même si ça c'est vraiment temporairement, je peux le changer avec une manipulation quand même très faible parce que normalement, dans la nutrition science, en fait, les personnes, ça qu'ils font, ils vous demandent de vraiment changer votre régime alimentaire pour cette semaine. Nous, on a dit, bon, vous mangez ça que vous mangez tout le temps. Mais aucun changement vous allez ajouter ça. Et donc, ça, c'est pas un grand changement. Donc, c'est très subtil, en fait. Mais là, je fais une étude où je regarde les personnes qui sont des végétariens par rapport à des personnes qui ont un régime, Western diet de l'Ouest, et par rapport à un régime nordique où on mange beaucoup de saumons et tout ça. Et là aussi, je trouve que ça change les réponses aux tests qui sont pareils. Ça, vous leur faites aussi passer des tests Oui, c'est ça. Spécifiquement, ces tests avec la sensibilité de la injustice, en fait. Sur l'injustice. Je trouve que le végétarien est la même chose qu'avec les personnes qui ont un microbiote plus diversifié. Ça le rend moins rationnel, mais plus sensible pour les émotions sociales, comme l'injustice. Et l'inverse pour les personnes qui mangent plutôt le poisson et tout ça. Vous le disiez, c'est la première étude sur le sujet de ce type-là. Et il y a d'autres équipes, j'imagine, dans le monde avec lesquelles vous collaborez ou qui sont elles aussi qui tracent leur chemin de leur côté. Oui, il y a quelques groupes en Maastricht, aux Pays-Bas, qui regardent, mais eux, ils regardent pas vraiment au cerveau ou ils regardent pas trop le mécanisme dopaminergique ou de sérotonine. Et avec les échantillons beaucoup plus petits que moi. Mais bon, c'est quand même l'idée de regarder comment le cerveau communique avec le corps, spécifiquement avec l'intestin. Ça, c'est quelque chose il y a une croissance de recherche sur ce sujet-là parce que c'est quand même comme... la modératrice a dit, on vraiment pense de notre intestin comme notre deuxième cerveau, parce que c'est un système neuronal qui est quand même indépendant par rapport à notre cerveau. Vous n'êtes pas médecin, mais vous avez des conseils quand même que vous donneriez, étant donné l'état des connaissances, l'état de la science, des conseils que vous donneriez déjà à propos du microbiote Ouais, bon, je crois, en priori, je suis très sûre que c'est bien d'avoir un bon microbiote, en fait. Donc, pour ça, c'est une alimentation saine avec beaucoup des légumes et des fruits, c'est super important. Il y a, en fait, des médecins qui font des recommandations. Il faut au minimum manger 30
plantes différentes par semaine, en fait, pour avoir un bon niveau intestinal, en fait, en termes de microbiote. Mais bon, c'est pas moi qui dis ça, c'est seulement, je répète ça, ça que les personnes qui sont experts dans ce domaine disent. Mais si, je crois, c'est important vraiment, si on fait le choix, de prendre une seconde et réfléchir le choix qu'on fait, en fait. D'accord. Par rapport aux recherches qui ont pu être faites sur les souris ou sur des modèles animaux ou en laboratoire, vos résultats, vous disiez, sont contre-intuitifs parce que chez l'animal, on avait plutôt l'impression que c'était l'inverse. Vous attendiez au fond à avoir des résultats comme ça parce que c'était ce qu'on observait. Oui, bon, dans les souris, vous ne pourrez pas demander de faire un jeu avec l'argent et tout ça, donc ça, c'est plus difficile. Donc, il regarde vraiment les mécanismes biologiques, comment cette communication s'établit. Et ça, je ne peux pas faire parce que je ne peux pas en fait, manipuler vraiment une substance chimique ou une. Non, les humains ne sont pas des souris. Voilà. Voilà. Et donc, pour ça, c'est bien de travailler ensemble. En fait, je suis très intéressée. Et là, on est en train de commencer une collaboration avec l'Institut Pasteur qui travaille plutôt sur le souris, de regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour comprenez mieux en détail. Le mécanisme, c'est-à-dire vous auriez-vous une expérience avec des volontaires et eux pourraient aller plus loin dans le mécanisme, c'est ça? Plus dans l'explication du mécanisme? Voilà, d'accord. Et sur le jeu des hormones aussi, est-ce qu'il y a quelque chose que... Je sais que vous avez fait d'autres études où c'était en lien avec les hormones. Est-ce que dans la prise de décision, c'est quelque chose, c'est un mécanisme biologique? Parce qu'on n'en a pas parlé pour l'instant. Oui, bien évidemment. Donc, par exemple, dans cette étude, ce qui m'a lancé dans cette aventure, on a vu les hormones comme les ghrelines et les leptines qui vous disent si vous avez faim ou pas faim. Ça a aussi influencé si vous êtes capable de faire le choix sain ou non, sur changer votre mécanisme dans le cerveau, en fait. Mais aussi, bon, j'ai regardé aussi d'autres hormones comme le testostérone. Ouais. Ça change un peu votre préférence pour... en fait, montre votre statut social. D'accord. Voilà. C'est-à-dire plus on a de testostérone, plus on va avoir des choix. Plus vous préférez de montrer votre statut social par la consommation économique, en fait. D'accord. Donc, choisir vous préférez les pubs qui vous parlent de la statut social et le produit de luxe, en fait, si vous voulez. Et ça, c'était marrant parce que c'était publié, bon, ça fait maintenant quelques temps, c'était avant que la France a gagné la Coupe du Monde de foot. Et on dit, bon, après un événement comme ça, le taux de testostérone augmente dans des personnes. Donc, si vous étiez la France, il faut faire la pub sur le luxe ou le luxe. Mais en Allemagne, qui était vraiment nul cette année-là, il faut parler de la qualité des produits. Voilà. D'accord. Bon, et je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions dans la salle parce que c'est un sujet qui est très concernant. Donc, si on a un peu de temps devant nous, s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas. Je vois des mains qui se lèvent. Merci. Est-ce qu'on pourrait expliquer alors, imaginer à partir des premières pistes que vous avez trouvées, d'expliquer des différences culturelles, par exemple on pense culture asiatique, culture européenne, etc., à partir justement de modes de vie, mais de modes d'alimentation, et d'expliquer ainsi les différents comportements qu'on peut observer aujourd'hui? Et ça, c'est le grand problème de notre recherche aujourd'hui. On regarde que des personnes d'une culture de l'Ouest, en fait. Donc, on ne sait pas. Même en termes de neurosciences, de cerveau, on ne sait pas trop, en fait. Il y a un domaine qui s'appelle Cultural Neuroscience, mais je ne suis pas expert dans ce domaine, mais c'est aussi pas trop évident, en fait. Donc, je crois que ça, c'est vraiment qui est dans le futur, parce que pour toutes les recherches un peu compliquées comme ça, le truc qui est super important, que d'être très homogène dans votre échantillon de personnes, en fait. Pour ça, j'ai fait que des hommes, parce que les femmes, elles ont toutes ces hormones, c'est un peu plus compliqué, et ça change aussi le faim et le choix alimentaire et tout ça. Et donc, là, il y a beaucoup à faire. Et les aspects culturels, ça, c'est un des aspects qu'il faut faire après qu'on a compris la base, en fait. Mais c'est une bonne question, merci.
Oui, quand on est scientifique et qu'on se retrouve devant un phénomène qui paraît contre-intuitif, la tentation, c'est de remettre en cause le protocole. Est-ce que vous-même, vous avez identifié des choses qui peuvent être suspectes dans la posologie, dans le choix de la molécule, dans l'échantillonnage des gens qui ont été choisis, vous ou les pairs qui ont relu vos travaux? Est-ce qu'il y a des pistes pour éventuellement comprendre des choses c'est une bonne question aussi. Si vous êtes passé à côté. Oui, on a passé beaucoup de temps à analyser ces données, en fait. Mais ça qu'on a trouvé, la première chose, c'est que la manipulation soi-même, donc les symbiotiques, ça a marché dans une façon qu'on a pensé. Donc, ça a augmenté la diversité de microbiote, en fait, des bactéries dans votre intestin. Donc, ça ne peut pas être la raison pour laquelle on a trouvé nos résultats. Et pour ça aussi, c'est très important d'aussi mesurer sur ce niveau-là. Parce qu'il y a les protocoles établis et on les suit. Et des fois, il y a les équipes qui ne prennent pas les échantillons sur ce niveau-là. Donc, c'est super important, spécifiquement sur ça, de vraiment regarder aussi dans les selles des personnes pour vraiment déterminer le niveau de microbiote. Donc, deuxième chose, bien évidemment, au début, on a regardé est-ce qu'il y a une erreur de coding dans notre tâche, dans notre donnée, mais non, c'est pas ça. Ça, la façon dans laquelle on fait ça, on a plusieurs chercheurs, donc c'est une grande équipe qui fait l'analyse des données. On demande à plusieurs personnes de faire la même analyse et d'avoir idéalement le même résultat. Et oui, ça c'était le cas. Et aussi, qui me rassurait que c'est bon nos résultats, c'est que on a eu trois tâches, si vous voulez, ou trois types de tâches, types de choix dans des domaines très différents, où il y a une bonne ou une mauvaise décision. Et partout, en fait, pour les trois tâches, on a trouvé le même résultat, que ça, c'est dans la direction qu'on n'a pas pensé, on aura ce résultat. Mais c'est bien évidemment, on est toujours... spécifiquement, en fait, aujourd'hui, ça qu'on fait, on écrit les hypothèses et tous les détails sur l'analyse statistique et tout ça. On écrit ça sur une note et on le met dans l'Internet sur un truc qui s'appelle Open Science Framework. Et tout le monde peut regarder. Vous pourrez y aller, regarder. Et que j'ai vraiment dit, ma prédiction, c'est de trouver l'inverse. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qu'on prend très sérieusement aujourd'hui, en fait. Moi, je n'ai pas vérifié le protocole ni les données, mais je trouve le résultat finalement fait sens, parce que ce que vous dites, c'est que plus on est riche intérieurement, plus on a une autre idée de la justice. Je trouve ça pas mal. Oui, là, c'est aussi un peu une question philosophique presque. Est-ce que c'est vraiment rationnel de prendre toujours plus de sous par rapport à être sensible aux émotions sociales, en fait. Je suis d'accord avec vous. Mais la théorie d'économie dit que c'est moins rationnel. Donc, voilà. Mais ce sont des croyances, tout ça, vous savez. Oui. Oui. Vous avez mentionné donc le ventre comme le deuxième cerveau, peut-être même le premier en termes de neurones, je ne sais pas, par rapport au... Ouais. Bon, en tout cas important. Ça, c'est une bonne question. Et que la question, c'est encore embryonnaire maintenant, c'est l'interaction entre les deux cerveaux. Quelles sont les recherches les plus prometteuses là-dessus? Quelles sont un peu les grandes recherches là-dessus, sur la liaison vraiment et l'interaction vraiment? Oui, en fait, la plupart des recherches, c'est en fait en termes de médecins pour regarder, en fait, pour trouver les solutions, les thérapies pour les conditions cliniques comme l'autisme, même l'Alzheimer, la dépression et l'obésité. Donc, ils ne regardent pas trop la prise de décision dans ces recherches-là. Et il y a aussi, en fait, quelques recherches super intéressantes. C'est d'une collègue à l'École normale supérieure. Elle s'intéresse à la conscience. Quand est-ce que quelque chose devient consciente dans votre cerveau? Et elle ne regarde pas le microbiote, mais en fait, elle prend quelque chose qui mesure l'activité neuronale dans votre ventre. Et elle fait la même chose, sauf c'est une EEG avec votre cerveau.
Et elle vous montre des symboles qui vous connaissez pas. Et donc, cette tâche, elle est faite pour qu'elle puisse savoir, en fait, quand ça devient consciente, que vous reconnaissez ce symbole. Et elle trouve qu'il y a quelque chose, une activité neuronale dans votre ventre qui ça se fait avant que votre cerveau réagisse. Et donc ça, c'est Catherine Tanon-Baudry de l'École normale supérieure. Et ça, c'est super intéressant, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Il y avait un point que vous avez souligné, je sais que c'était une des questions qui a été soulevée, c'est pourquoi vous ne prenez pas des femmes, vous n'avez pas pris de femmes dans vos études, et au fond, est-ce que ce serait très différent, les résultats ? C'est difficile, vous n'avez pas pris, mais... Je ne sais pas. Mais c'est un peu, on sait bien que les hormones féminines, ils ont une influence sur votre choix alimentaire, spécifiquement, mais aussi a priori aussi sur les autres choix. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de faire les recherches sur les femmes parce qu'il faut vraiment comprendre dans quel cycle ils ont. Et si vous prenez quelque chose comme la contraception, c'est une autre, comme beaucoup de femmes, c'est déjà un problème. Ça change les résultats. Oui, donc c'est très difficile de recruter les femmes qui ne prennent pas la contraception, en fait. Et si vous les trouvez, il faut au minimum tripler votre échantillon. D'accord. Parce qu'il faut regarder par cycle, en fait. Et ça, c'est une question d'argent. Voilà, s'il y a quelqu'un qui veut donner plus d'argent pour la recherche, vas-y. Mais voilà, c'est un peu ça. Mais bon, c'est dommage. Comme femme, bien sûr, je suis intéressée aussi comment ça se fait. Oui, c'est parce que ça va rester du coup une inconnue pour le moment, quoi. Ouais, mais a priori, je crois que ça va être un peu pareil. Voilà. Et est-ce que vous allez à l'Institut du cerveau, est-ce qu'il y a des projets aussi sur travailler avec des gens qui souffrent de pathologies, donc qui sont justement avec une obésité ou qui ont un problème métabolique, et de voir un peu justement, est-ce qu'on peut agir, modifier, quels sont les types de décisions, le lien avec le microbiote ? Oui, dans le passé, j'ai fait une étude avec les personnes qui ont l'obésité, mais la chose intéressante, c'était avant et après qu'ils ont fait une intervention, en fait une gastric bypass surgery qui diminuait la taille de l'estomac. Mais aussi, ça ne change pas seulement la taille d'estomac, ça change aussi beaucoup de choses. En fait, là, on a fait beaucoup plus de tâches. On a trouvé que ça change presque tous les comportements qu'on a regardés. Et on a comparé, en fait, après et avant cette intervention, et on a comparé avec les sujets sains aussi, où on a fait deux expériences, en fait. En fait, ça, c'était le départ de mon intérêt au microbiote, parce qu'une chose qui change vraiment après cette intervention, le gastric bypass surgery, c'est que et ça a amélioré le niveau intestinal de bactéries, donc ça augmente la diversité de microbiote. Mais là, on n'a pas pu mesurer ça, en fait. Ça, c'était le problème. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez, j'imagine, faire ou pourriez mettre en place Oui, ça, c'est sur ma liste à recherche à faire. Aussi, en fait, regarder une chose qui est même plus, je crois, c'est super cool, que pour certaines maladies, par exemple pour l'obésité, on fait aujourd'hui des fois aussi les implants de fécal. Un implant, ouais. Une greffe fécale, c'est ça ou c'est Oui, c'est un implant fécal, donc c'est le caca des autres personnes. Ouais. Voilà, soyons clairs. Voilà. Ça aide avec l'obésité, en fait. Et donc, parce que ça va changer le microbiote. La nature du microbiote, oui. Voilà. Et la diversité aussi du microbiote et la composition des bactéries intestines. Et ça, c'est une intervention beaucoup plus forte que ça que j'ai fait. Donc, j'aurais beaucoup envie d'aller chercher mon protocole avec ça comme intervention, par exemple. Bon, très bien. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir et de parler de la suite de vos recherches. On a intention de parler de la suite de la recherche au féminin, si effectivement il y a un peu d'argent. Il y a eu un appel qui a été lancé, en tout cas. Ça, c'était très clair. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette table ronde extrêmement intéressante. Merci beaucoup.